Donc, je vous présente Cyril Demarche, qui est le président de l'association Sciences Ouvertes et qui, accessoirement, est maître de conférence à l'université qui a changé de nom, ça doit être c'était Paris 6 en tout cas à une époque, et qui va nous parler donc aujourd'hui du jeu de Dobble et du lien de ce jeu avec les géométries finies. Voilà, je te laisse la parole, Cyril. Merci beaucoup François. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de jeux de Dobble et de géométrie finie. Je m'excuse par avance si soit certains ont déjà entendu une partie de cet exposé, soit si je vais dire des choses trop élémentaires pour vous ou trop difficiles pour vous. Comme je vous vois pas, c'est difficile pour moi d'évaluer le niveau de ce que je vais raconter. Donc n'hésitez pas en tout cas à intervenir, à poser des questions. On n'est pas nombreux, donc vous pouvez soit de vive voix en allumant votre micro, soit dans le chat en posant des questions. On va suivre tout ça. Ok, donc ceci étant dit, maintenant je commence. Donc je vais parler de jeux de Dobble et de géométrie finie. Alors je vérifie que tout marche. Voilà, ça marche. Et donc l'idée c'est de montrer un petit peu comment dans un jeu d'enfant, dans un jeu de société pour les enfants qui a l'air tout simple en fait, on peut trouver beaucoup de géométrie, des vrais morceaux de géométrie. Alors, moi j'arrive. Bon, je vais obligé de cliquer, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc on va appliquer la géométrie à un jeu de société. Alors, le jeu qu'on va regarder, c'est le jeu qui est dessiné sur, qui est représenté sur le transparent ici. Donc, alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent ce jeu? Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Elisa connaît. Guy08 aussi. Très bien. Et si vous ne connaissez pas, je vous rassure, restez là. C'est pas un prérequis. Ondine connaît. François connaît, j'imagine. Voilà. Donc, un certain nombre d'entre vous connaissent ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, c'est un jeu de cartes. Je rappelle brièvement en quoi ça consiste. C'est un jeu de cartes. C'est des cartes rondes, contrairement à la plupart des jeux de cartes qui sont plutôt rectangulaires. Et il y a 55 cartes. Et sur des cartes, il y a des dessins. Comme vous le voyez sur l'image, il y a une carte contient exactement 8 dessins. Alors, je peux vous représenter ça en un peu plus grand. Voilà. Alors, ce sera présenté dans la transparence après. Donc, le but du jeu, c'est on tire 2 cartes au hasard. Et on les regarde attentivement et on essaye de trouver le plus rapidement possible le dessin commun aux 2 cartes. Principe très simple. Ça marche bien avec des enfants très petits. Donc voilà, je vous ai tiré 2 cartes au hasard. Le premier qui trouve a gagné toute ma reconnaissance. Il faut trouver le dessin qui est commun aux 2 cartes. Alors, je joue en même temps que vous et je crois que j'ai trouvé. Elisa m'a grillé sur le fil. Non, c'est bien, bravo Elisa. Et Ondine également, ok. Donc effectivement, vous voyez bien que l'araignée est sur les deux et c'est le seul symbole commun. Évidemment, s'il y avait plusieurs symboles communs ou s'il n'y en avait pas, le jeu serait plus compliqué à jouer. Donc la propriété remarquable de ce jeu, c'est la suivante. Dès que vous prenez 2 cartes quelconques de ce jeu, elles ont toujours un unique dessin en commun. On va prendre ça presque comme définition de ce jeu de Dobble. La question qu'on se pose, c'est on se met à la place, disons, des gens qui ont fabriqué ce jeu et on se dit, comment on fait pour fabriquer un jeu qui vérifie cette propriété-là? Ça ne paraît pas si simple. Et si on essaye de le faire au hasard, on se dit, je découpe des cartes, puis je commence à dessiner un peu au hasard, en m'arrangeant pour qu'il y ait quand même des dessins en commun, et assez vite, je vais être coincé. Je vais être coincé soit parce que j'aurai 2 cartes qui auront plus qu'un dessin en commun, soit parce que j'aurai des cartes qui n'ont aucun dessin en commun. Surtout si j'essaie d'avoir un jeu avec beaucoup de cartes. C'est comme ça qui est intéressant. S'il y a 3 cartes, on peut les apprendre par cœur et c'est très facile de tricher, de jouer. Donc c'est vraiment pas facile à fabriquer si on le fait naïvement.
Parce qu'évidemment, si vous voulez fabriquer un jeu avec 2 cartes, vous y arriverez tous. Donc, on va faire appel à la géométrie et on va espérer que la géométrie nous aide pour attaquer ce problème. Donc, je réécris la propriété souhaitée. J'ai mis le mot carte et le mot dessin en couleur pour bien dire que c'est ça les objets importants. Et on va transformer ce problème ludique en un problème de géométrie. Tout aussi ludique, mais enfin pour moi en tout cas. Et pour ça, on va faire un espèce de jeu qu'aiment bien certains auteurs surréalistes, c'est remplacer certains mots par d'autres mots. Donc on va remplacer le mot carte, plus géométrique, on va remplacer ça par le mot droite, et le mot dessin, on va le remplacer par le mot point. Droite et point, là on est dans la géométrie, alors carte et dessin, c'est un peu des mots géométriques aussi, mais peut-être un peu moins précis. Là, droite et point, on est en terrain connu. Et donc je remplace formellement ces 2 mots dans la phrase précédente. Donc la phrase devient, alors le problème devient, au lieu de trouver des cartes formées de dessins, le problème revient à trouver un ensemble de droites et de points, les droites étant constituées de points. Si les cartes sont formées de dessins, ça veut dire que les droites sont formées de points, avec mon dictionnaire. Et on veut que ça vérifie la propriété précédente, mais dans le langage de la géométrie, à savoir 55 droites, 57 points, ça c'est la traduction de 55 cartes et 57 dessins, vous pouvez compter, c'est un peu pénible, vous pouvez compter les dessins dans le jeu de double. Il y en a, bonjour Quentin, bienvenue. Vous pouvez compter les dessins dans le jeu de double. Alors, il y en a 8 par carte, mais comme il y a des recoupements, au total, il y en a 57. Donc, j'ai une géométrie où il y a 55 droites, 57 points. La propriété 2, la traduction de la propriété qui est en haut du transparent, sur 2 cartes, dès que je prends 2 cartes au hasard, il y a un unique dessin en commun, ça se traduit par le fait que, si je remplace formellement carte par droite et dessin par point, dès que j'ai 2 droites distinctes, elles se coupent en un seul point. Non, pardon, là c'est la propriété 3. 2 droites distinctes se coupent en un seul point, c'est la propriété 3. Et j'ai rajouté la propriété 2, qui dit chaque droite est constituée de 8 points. Ça traduit le fait que sur chaque carte du jeu de double, il y a exactement 8 dessins. Donc j'ai vraiment fait naïvement le remplacement du mot carte par le mot droite et du mot dessin par le mot point. Alors Quentin pose la question, seulement 55 droites. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'y peux rien, la boîte de jeu de double officielle contient 55 cartes. Et on en a 55 et 54, ils se ressemblent, ils sont proches, mais ils ne sont pas égaux ici, c'est assez étonnant. Et vous allez voir qu'en fait, on va constater à la fin qu'il devrait y avoir 57 cartes dans le jeu de double et qu'il manque 2 cartes. Donc on reviendra là-dessus, Quentin, patiente un petit peu. Ok. Et la dernière propriété que je rajoute, ça c'est histoire d'avoir un jeu qui est intéressant, qui a beaucoup de cartes. Je vais demander que dès que je prends 2 points distincts dans ma géométrie, il y a une droite, une unique droite qui les relie. Alors géométriquement, c'est un axiome assez naturel. Quand je donne 2 points, il y a une unique droite qui les relie. On a tous envie d'y croire. Et d'un point de vue jeu de double, ça veut juste dire que je veux que le jeu à la fin, il contienne beaucoup, le maximum, entre guillemets, de cartes. Parce qu'évidemment, je peux faire un jeu de double avec peu de cartes, comme je l'ai dit au début. C'est très facile, mais c'est moins intéressant que d'avoir un jeu bien fourni avec une belle pile de cartes. Donc, je rajoute ce dernier axiome. Par 2 points, il y a une unique droite. Et ça va être la traduction géométrique de la construction du jeu de société double. Alors, regardons la géométrie classique, celle que... Alors, je ne connais pas votre âge à tous et à toutes, mais vous avez, je pense, tous déjà fait de la géométrie. Et donc, dans la géométrie classique qu'on apprend au collège, au lycée et au-delà, mais dans la géométrie classique, donc la géométrie plane, affine si vous avez besoin d'un gros mot. Alors, dans la géométrie classique, on a des propriétés qui ressemblent aux propriétés précédentes. Sauf que, merci Quentin de préciser l'âge. Donc, tu connais déjà la géométrie, mais on va essayer de voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de géométrie. Donc, la géométrie dont je parle, c'est la géométrie que vous connaissez tous. Sauf que dans la géométrie usuelle, dans le plan habituel, déjà, il y a un problème, parce que moi, je veux que mon jeu de double, à la fin, je puisse le fabriquer. Donc, je veux qu'il y ait un nombre fini
de droites et que chaque droite ait un nombre fini de points. Dans la géométrie habituelle, malheureusement, j'ai une infinité de points au total, j'ai une infinité de droites, et chaque droite a une infinité de points. Alors ça voudrait dire intuitivement, si je suis mon dictionnaire précédent, que j'aurais un jeu de double avec une infinité de cartes, et chaque carte est elle-même formée d'une infinité de dessins. C'est sans doute très joli à imaginer, mais compliqué à fabriquer. Ensuite, dans la géométrie habituelle, il y a une condition qui est vérifiée, c'est dès que je prends 2 points, je peux toujours les relier par une unique droite. Ça, c'est gagné. Donc cet axiome-là, il est bon dans la géométrie usuelle. Donc sur les 4 conditions précédentes, j'en ai une pour le moment qui est vérifiée, et puis j'en ai une qui est presque vérifiée. J'avais demandé que 2 droites distinctes se coupent toujours en un unique point. Et bien dans la géométrie que vous connaissez tous, c'est presque vrai. 2 droites distinctes se coupent en un unique point, sauf si elles sont parallèles. Et les droites parallèles, c'est effectivement, comme on l'apprend quand on est petit, c'est les droites qui ne se coupent pas. Et donc, on ne va pas avoir... Et donc, en termes de jeu de société, ça voudrait dire qu'on a 2 cartes qui n'ont pas de dessin en commun. Alors ça, j'ai dit que c'était interdit par les propriétés de mon jeu de société. Donc, ça pose un problème. Donc, on voit un certain nombre de problèmes. Il y a premièrement le problème de la finitude. C'est-à-dire, moi, je veux un jeu qui soit fini. Les jeux de société infinis, c'est intéressant d'un point de vue théorique, mais en pratique, on ne peut pas vraiment les fabriquer. Et puis après, pour y jouer, je ne sais pas trop comment on ferait. Et ensuite, il y a le problème des droites parallèles. Et les droites parallèles, ça fabrique des paires de cartes qui n'ont pas de dessin commun. Donc 2 problèmes pour fabriquer mon jeu. Alors on va essayer de surmonter ces 2 problèmes. Donc voilà, je résume ici les 2 problèmes. Donc on veut une géométrie finie et on veut que les droites parallèles se coupent. Bon, ça nous fait du travail. Alors, donc je résume tout ça. Voilà ce qu'on cherche. Alors je suis mathématicien, donc je ne peux pas m'empêcher de formaliser un peu les choses. Donc si vous êtes très jeune, n'ayez pas peur. Je ne vais rien dire d'effrayant, mais je vais juste poser quelques notations. Donc pour moi, une géométrie, c'est quoi? C'est un ensemble de points que j'appelle P. P comme plan, pensez à l'ensemble des points du plan, c'est vraiment ça. Et puis, la donnée de la géométrie, c'est la donnée des points et la donnée des droites. Donc je vais me donner un ensemble de droites, et je veux qu'une droite, D, ce soit juste un ensemble de points. D'accord? Donc en fait, une droite, c'est une partie du plan formée d'un ensemble de points. Jusqu'ici, rien de choquant. C'est la traduction de l'intuition qu'on a. Et puis, je veux que ça vérifie les axiomes précédents, à savoir, par 2 points du plan distincts passe une unique droite, 2 droites distinctes se coupent en un unique point, et puis je rajoute une condition qui n'était pas vraiment apparue dans les transparents précédents. Je veux qu'il y ait au moins dans ma géométrie 4 points qui forment un vrai quadrilatère, c'est-à-dire des points qui sont 3 à 3 non alignés. Ça, c'est juste pour éviter de définir une géométrie de dimension 1, en quelque sorte. Je veux vraiment une géométrie de dimension 2, un plan, donc je veux suffisamment de points non alignés. D'accord? Vous pouvez oublier ce 3e point, il n'est pas très important, c'est juste pour éviter des cas qu'on appelle dégénérés, qui peuvent apparaître si on ne le met pas. Ok? Donc ça, c'est voilà la géométrie que je cherche. Donc comme j'ai dit, la dernière condition, c'est juste pour éliminer un cas exotique. C'est pas intéressant. Bon, alors, on aimerait bien un exemple. C'est bien beau de formaliser et de théoriser. On veut un exemple. Alors voilà un premier exemple qui ne vérifie pas justement la dernière condition que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui permet de fabriquer le jeu de double un peu minimal, avec 3 cartes. Attention, on commence modestement. Donc à quoi ça ressemble ce jeu? Voilà la géométrie. Alors j'ai 3 points en bleu, 3 droites en rouge, et vous pouvez vérifier que dès que je prends 2 points, il y a une unique droite qui les relie. Dès que je prends 2 droites, elles se coupent en un unique point. D'accord, jusque-là, j'ai un nombre fini de points et de droites, 3 points, 3 droites. Donc ça a l'air de marcher. Et effectivement, on va vérifier exactement les propriétés que je veux. Donc j'ai un jeu de double où le nombre de cartes, ce sera le nombre de droites, c'est-à-dire 3, et le nombre de dessins par carte, ce sera 2, puisque j'ai 2 points par droite. D'accord? Donc je vais pas m'attarder sur cet exemple élémentaire, mais si vous mettez un dessin sur chaque sommet, vous choisissez vos 3 dessins préférés, un éléphant, une voiture et une fusée, par exemple, vous les accrochez aux 3 sommets, et vous dites que la droite qui relie ces 3 sommets, c'est une carte qui est formée, par exemple, d'un éléphant et d'une fusée.
Et puis vous faites pareil avec les trois autres droites, et vous avez votre jeu de double qui a 3 cartes et 2 dessins par carte, et qui marche. Bon, c'est un bon début. On a un jeu de double minimal. Alors celui-là, il est très facile il n'est pas assez compliqué pour être intéressant. On voit immédiatement les dessins en commun. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc maintenant, là, on va non seulement utiliser de la géométrie, mais aussi un petit peu d'algèbre. L'algèbre, n'ayez pas peur, l'algèbre, c'est le calcul. C'est très réducteur ce que je viens de dire, mais l'algèbre, c'est le calcul avec des équations algébriques, essentiellement. Donc des équations polynomiales, pardon. Donc avec des sommes et des produits, pour faire simple. Donc, la géométrie, je pense que vous savez tous, alors s'il y a des élèves très jeunes, vous ne savez peut-être pas encore, mais la géométrie, ça peut se représenter par des coordonnées. Les points peuvent se représenter par des coordonnées. C'est comme ça qu'on repère un point dans le plan. Son abscisse et son ordonnée, x et y. Dans le plan habituel, les coordonnées, c'est des nombres réels. Je peux me déplacer de 1,5 cm vers la droite et puis monter de pi centimètres vers le haut, où pi c'est 3,14 et des poussières. Je prends n'importe quel nombre réel, je m'en donne 2, x et y, et ça me définit un unique point du plan. Nous, on va faire pareil, sauf que maintenant, x et y ne sont pas forcément des réels. Ça ne peut pas être des réels, puisque moi, je veux un jeu qui est fini. Les nombres réels, c'est très sympathique, les nombres réels, mais ça a le gros défaut d'être un ensemble infini. Donc moi, je veux fabriquer en quelque sorte un analogue des nombres réels, mais qui soit un ensemble fini. X et y peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. Et une fois qu'on aura réussi à fabriquer un ensemble de nombres qui est fini, eh bien, on peut faire exactement ce qu'on fait avec les nombres réels, c'est-à-dire écrire, par exemple, des équations de droite. Alors, les plus jeunes, si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander des explications dans le chat, mais une droite dans le plan, c'est décrit par une équation. L'équation qui est écrite en rouge, donc ABC sont des constantes, l'ensemble des points x et y qui vérifient ax plus by plus c égale 0, eh bien c'est une droite. Les points de coordonnées x, y vérifiant ça, c'est une droite. Alors vous avez peut-être plus l'habitude de l'équation de la forme y égale à x plus b, c'est presque équivalent. Vous pouvez choisir l'écriture que vous voulez, ça m'est égal. Voilà, donc ça c'est une droite, ça se décrit par une équation de ce type-là. C'est vraiment strictement équivalent de se donner l'équation, de se donner la droite. Donc on peut passer de l'algèbre à la géométrie sans difficulté. Donc on va faire comme ça, mais sauf que A, B, C, X, Y ne seront pas des nombres réels, mais des nombres, un nouveau type de nombre, dans un ensemble fini. Donc, comment fabriquer maintenant un ensemble fini de nombres avec une addition et une multiplication? Alors la première chose à retenir de tout ce que je suis en train de raconter là, c'est qu'il y a d'autres nombres dans la vie que les nombres réels. Peut-être vous connaissez déjà les nombres complexes, mais il y a plein d'autres nombres. Et là, on va voir un premier exemple d'ensemble de nombres finis avec une bonne addition et une bonne multiplication. Le plus petit qu'on puisse fabriquer, c'est... Alors, le plus petit ensemble intéressant, j'ai envie de dire... Alors, les plus petits ensembles, il y a l'ensemble vide, mais il n'est pas intéressant pour notre problème, puisque ça veut dire qu'on n'aurait aucun nombre, on n'ira pas très loin. Ensuite, il y a l'ensemble à un élément, ça veut dire que j'ai un seul nombre. Vous imaginez bien que si ma coordonnée x peut prendre une seule valeur et ma coordonnée y peut prendre une seule valeur, mon plan, il ne va pas être très intéressant, ce sera un point. Donc, on va éviter ça. Mais donc, on va regarder, le premier cas intéressant, c'est un ensemble de nombres à 2 éléments. Alors, on va l'appeler F2, parce que 2 éléments. F, parce que je passe les détails, mais ça vient du mot anglais field, qui veut dire corps, enfin, qui se traduit en français par corps. Mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, c'est ceux qui savent ce que c'est, tant mieux. Donc je prends un ensemble à 2 éléments, je l'appelle F2, et j'appelle ces éléments 0 et 1, par analogie avec le 0 et le 1 qu'on connaît. Et les opérations que je vais définir, donc je vais définir une addition et une multiplication. Voilà ce que je fais. Rien n'est surprenant dans ces définitions. 0 plus 0 égale 0, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. 0 plus 1 égale 1 plus 0 égale 1. Là encore, en gros, on veut dire que 0 il sert à rien pour l'addition. La seule chose surprenante, c'est la ligne rouge. 1 plus 1, j'impose que ce soit égal à 0. Pourquoi? J'ai pas le choix, ça peut être 0, enfin j'ai un choix. 1 plus 1, ça peut être soit 0, soit 1, parce que c'est les deux seuls éléments dans mon ensemble. Mais si 1 plus 1 égale 1, vous simplifiez par 1 des deux côtés et vous obtenez 1 égale 0. Et 1 égale 0, c'est un problème, parce que dans ce cas-là, mon ensemble, il n'a plus 2 éléments, il n'en a qu'un.
Donc on ne peut pas avoir 1 plus 1 égale 1 si les éléments 0 et 1 sont distincts. Donc je vais imposer, par la force des choses, j'ai pas le choix en fait, 1 plus 1, ça doit être égal à 0. Ok. Peu importe ce que ça veut dire, mais 1 plus 1 égale 0, c'est le seul choix possible. Et puis les autres conditions, c'est la seule façon de définir une multiplication sur ces deux éléments qui soit raisonnable. Bon, j'ai fabriqué mon ensemble avec une addition et une multiplication qui est exactement analogue au nombre habituel. Et je vais pouvoir faire de la géométrie, mais où mes coordonnées ne seront plus des nombres réels, mais seulement des 0 et des 1. Donc ça va me définir un plan qui sera fini, puisque chaque coordonnée peut prendre 2 valeurs. Vous avez 2 valeurs en abscisse, 2 valeurs en ordonnée, ça définit 4 points, 2 fois 2. Donc j'ai 4 points dans ma géométrie, et vous pouvez faire un petit dessin, je vous le fais maintenant d'ailleurs, j'ai 4 points et j'ai 6 droites. Voilà les 6 droites, donc 2 droites bleues, 2 droites rouges et 2 droites vertes. Une droite, c'est quoi dans ma géométrie? Une droite, c'est juste 2 points. Ok? Donc la droite est formée de 2 points. La droite bleue en haut, par exemple, c'est 2 points. Donc si vous voulez, le trait bleu que j'ai dessiné, c'est dans notre tête. Il n'est pas du tout formé de points de ma géométrie. C'est juste ces deux extrémités. Donc la droite bleue, c'est juste formé de ces deux extrémités. Et je la dessine en bleu juste pour me la représenter. D'accord? Mais une droite, c'est juste 2 points dans ce monde. Donc voilà ma géométrie très élémentaire. Alors, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je peux dire, ok, j'ai une géométrie basique, vraiment l'analogue de la géométrie usuelle, mais sur un ensemble fini, à 2 éléments. Évidemment, vous savez compter aussi bien que moi, donc après 2, il y a 3. Et je peux faire pareil sur 3 éléments. Au lieu de prendre un ensemble à 2 éléments 0, 1, je peux prendre un ensemble à 3 éléments 0, 1, 2, et puis définir une addition et une multiplication. Alors il faut un tout petit peu plus réfléchir sur, par exemple, qu'est-ce que ça fait 2 plus 1? 2 plus 1, ça doit faire 3, mais 3, il n'est pas dans mon ensemble de nombres, alors qu'est-ce que je donne comme valeur? Alors on réfléchit, ça peut être que 0. 2 plus 2, qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas être 4, en fait ça peut être que 1, vous réfléchirez pourquoi, etc. Et on arrive à définir une unique addition et une unique multiplication sur un ensemble à 3 éléments, vérifiant les propriétés raisonnables. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais grâce à ces opérations, miracle, on a là aussi une géométrie finie. Donc cette fois-ci, la coordonnée x peut prendre 3 valeurs, la coordonnée y peut prendre 3 valeurs, donc j'ai 9 points dans ma géométrie, les points A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et puis maintenant, j'écris les équations de droite, AX plus BY plus C égale 0, avec ABC valant 0, 1, 2, toutes les droites possibles, et vous obtenez exactement les droites qui sont tracées sur ce dessin. Alors mettez des guillemets à droite si vous voulez, donc j'ai 9 points, et j'ai 12 droites. Pourquoi? Il y a 3 droites vertes, 3 droites marron, 3 droites bleues et 3 droites rouges. D'accord? Jusque-là, alors évidemment, il faut croire que c'est, par exemple, l'espèce de courbe verte, c'est une droite. Vous pouvez vérifier qu'avec mes définitions, les 3 points qui sont sur la courbe verte, courbe qui va vers le haut, là, eh bien, ils vérifient tous les 3 une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Je reviendrai juste après dans l'explication une explication un tout petit peu plus détaillée. Donc, j'ai mes géométries finies, élémentaires, avec un ensemble à 2 éléments comme ensemble de nombres, puis un ensemble à 3 éléments comme ensemble de nombres. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Alors, je vais reprendre la construction pas à pas. Voilà. Donc, Olivier demande comment trouver une équation. Alors, je réponds d'abord à Olivier, ensuite je passerai à Guy 08. Je vais vous l'expliquer maintenant quand je vais les construire de façon un peu plus progressive, les plans en question, et je vais expliquer comment on peut voir les équations des différentes droites. Donc, je vais répondre à votre question tout de suite. Et Guy 08, pourquoi on veut 3 points par droite et pas 2? Disons, d'un point de vue application, disons, si à la fin je vais fabriquer un jeu de société, j'aimerais bien qu'il y ait le plus de cartes possible, donc le plus de droites possible, et également beaucoup de points par droite pour avoir des cartes relativement complexes. Et en fait, on peut montrer que si je mets que 2 points par droite, comme dans le premier exemple, et en fait, je ne peux pas mettre plus de droites que ce que j'ai fait dans le premier exemple, essentiellement. Donc si je veux plus de droites et plus de points au total que dans l'exemple que je peux revenir en arrière pour vous le montrer,
Dans l'exemple du haut, là, où j'ai 4 points 6 droites, si je veux une autre géométrie où il y a exactement 2 points par droite, en fait, je ne peux pas. C'est essentiellement la seule géométrie avec 2 points par droite. Je ne peux pas en avoir qui soit plus complexe avec plus de droites ou plus de points au total. Donc en gros, avec 2 points par droite, c'est maximal ma figure, mon petit carré là. Pareil avec 3 points par droite. D'où la nécessité d'augmenter le nombre de points par droite par la suite. Alors, je vais faire la construction pas à pas. Donc, je vous ai dit pour n égale 2, puisque mon ensemble de nombres a 2 éléments, j'ai donc 4. On peut rajouter un petit truc, c'est... Bien sûr. On peut dire aussi que si on prend les équations de droite, si on prend la droite x égale 0, par exemple, comme là, on est sur un ensemble de nombres qui est 0, 1, 2, x égale 0 pour y, ça fait 0, 1, 2. Donc, il y a 3 points. Puis après, le reste, on va en construisant. Je fais une idée comme ça en passant. Tout à fait, merci François. Donc là, j'ai dessiné les 4 points. Hein. Donc, laissez les points. Je vais même vous donner les coordonnées. Hein. Les 4 points. Donc, mon ensemble a 2 éléments. C'est F2, c'est 0, 1 que j'ai défini tout à l'heure. Donc, les coordonnées, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. OK ? Jusque-là. Et je les ai placées de manière à ce que ça corresponde aux coordonnées dont vous avez l'habitude. OK ? Et maintenant, je trace les droites. Alors, x égale 0, bah, c'est simple. La droite d'équation x égale 0, je regarde parmi mes 4 points lesquels ont une abscisse égale à 0. Bah, c'est les deux de gauche. Donc, je trace la droite verticale, x égale 0, reliant les seuls points qui ont une abscisse égale à 0. X égale 1, même combat. Lesquels ont une abscisse égale à 1, bah, les deux de droite, donc j'ai une deuxième droite verticale. Jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez d'ailleurs que les deux droites rouges sont parallèles. Hein, les droites de la forme x égale constante, quand la constante varie, c'est une famille de droites parallèles verticales. Jusque-là, tout va bien. De la même façon, j'ai les droites horizontales. Y égale 0, c'est l'axe des abscisses, entre guillemets, donc la droite horizontale en bas. Et y égale 1, c'est la droite d'altitude égale à 1. Tous ceux qui ont l'ordonnée égale à 1. Jusqu'ici, rien de surprenant, elles sont bien parallèles, les deux droites bleues sont parallèles. Alors ensuite, il y a un truc peut-être un peu plus contre-intuitif, un peu moins intuitif, c'est les droites diagonales. Donc la droite y égale x, bah, elle relie les points dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. Ok, 0, 0, ça marche, 0 égale 0, et 1, 1, 1 égale 1. Les deux seuls points qui ont abscisse égale ordonnée, je les relie par une droite verte. Et cette droite, c'est la droite d'équation y égale x. Abscisse égale ordonnée. Et puis l'autre droite verte, alors il y a plusieurs façons de l'écrire, mais là je vais l'écrire y égale x plus 1, c'est-à-dire c'est les points, donc l'équation de droite c'est y égale x plus 1, c'est les points dont l'ordonnée est égale à l'abscisse plus 1. Alors vous voyez bien que le point en haut à gauche, si vous prenez son abscisse c'est 0, vous rajoutez 1, vous trouvez bien l'ordonnée qui est égale à 1. 0 plus 1 égale 1. Et regardez ce qui se passe en bas à droite, le point de coordonnée 1, 0, si vous remplacez dans l'équation, x égale 1, vous rajoutez 1, ça fait 1 plus 1, et je vous rappelle que par définition, 1 plus 1 égale 0. Donc, 1 plus 1 égale 0, ça me dit bien que le point 1, 0 est bien sur la droite d'équation y égale x plus 1. Donc la droite verticale descendante, elle a pour équation y égale x plus 1. Alors là, bon, ceux qui ont... S'il y en a qui viennent d'apprendre les équations de droite dans le monde habituel, disons, du collège ou du lycée, ils risquent d'être un peu choqués parce qu'on leur a appris y égale x plus 1, c'est une droite qui monte. Et là, chez moi, la droite y égale x plus 1, le coefficient directeur égale à 1, elle descend. Alors, vous avez le droit d'être choqué, c'est normal. Mais, comme je vous ai dit, ce que je suis en train de dessiner là, c'est une représentation. Et oui, et voilà. Et ma droite verte, elle a une infinité de points sur mon dessin, alors que, comme le dit Olivier, alors que ma vraie droite dans le monde que je suis en train de fabriquer, dans le monde fini que je suis en train de fabriquer, c'est juste les deux points extrêmes. Les deux points 0, 1 et 1, 0. Tout le reste n'existe pas, seulement dans ma tête. Donc, je la représente comme une droite qui descend, mais vous pouvez la penser comme une droite qui monte, ça m'est égal. Et puis, chose encore plus peut-être contre-intuitive, c'est que les deux droites vertes sont parallèles. Ça se voit, non? Les deux droites vertes sont parallèles. Les diagonales d'un carré sont parallèles. Alors évidemment, c'est un peu contre-intuitif également, mais le point d'intersection des deux droites vertes, qui a l'air d'exister sur ma figure, il n'est pas dans le monde que je décris. Puisque les seuls points dans le monde que je décris, c'est les points noirs, les 4 points, les 4 sommets du carré. Donc dans le monde que je décris, les deux droites vertes ne se coupent pas. Elles se coupent en gros en un point qui n'existe pas dans ce monde-là.
Donc elles sont parallèles. Des droites qui ne se coupent pas, c'est des droites parallèles. Donc les deux droites vertes sont parallèles, et vous voyez bien qu'elles ont le même coefficient directeur. Donc ça rejoint votre cours de collège ou de lycée. Y égale x est parallèle à y égale x plus 1. Jusqu'ici, tout va bien. Donc Olivier, oui, tout à fait. Oui, avoir même coefficient directeur, ça reste un critère de parallélisme, en fait, dans tous les mondes qu'on peut imaginer essentiellement. Donc dans tous ceux qu'on va décrire aujourd'hui, ce sera les droites sont parallèles, c'est seulement si elles ont le même coefficient directeur, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant pour n égale 3, c'est le même combat. Je place mes points, les abscisses peuvent valoir 0, 1, 2 et les ordonnées 0, 1, 2, donc je place mes 9 points, 3 fois 3, et puis je trace, comme tout à l'heure, les droites x égale constante, 3 droites verticales, parfait, parallèles, 2 à 2, les droites horizontales, y égale constante, parallèle 2 à 2, de nouveau, ils ont coefficient directeur égal à 0, donc droite parallèle. Et puis ensuite, il y a les droites un peu plus bizarres, donc les droites diagonales, y égale x comme tout à l'heure, abscisse égale ordonnée, donc le point de coordonnée 0, 0 en bas à gauche, 1, 1 au milieu, et 2, 2 en haut à droite. Jusque-là, pas de problème. Alors celle-là, elle est peut-être un peu plus problématique. Y égale x plus 2. Alors on peut vérifier les 3 points les 3 points par lesquels elle passe, c'est quoi? Par exemple, le point en haut à gauche. Le point en haut à gauche, est-ce que je peux dessiner? Normalement, je peux même dessiner par-dessus. Ce point-là, quelles sont ses coordonnées? Son abscisse, c'est 0. Son ordonnée, c'est 0, 1, 2. 2. Vous voyez bien que quand vous remplacez x par 0, vous rajoutez 2, vous trouvez bien un 2, c'est-à-dire son ordonnée est bien égale à son abscisse plus 2, donc elle est bien sur la droite y égale x plus 2. Le point au milieu en bas, quelles sont ses coordonnées? Ses coordonnées, c'est 1 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée. Je prends x égale 1, je lui rajoute 2, ça fait 1 plus 2. Et dans le monde que j'ai défini, 1 plus 2 égale 0. Donc on trouve bien que le point de coordonnée 1, 0 est sur la droite. Et enfin, le dernier point, là, ses coordonnées, c'est 2, 1. Et bien, quand vous faites l'abscisse 2, vous lui rajoutez 2, comme dans l'équation, 2 plus 2. Si 2 plus 1 égale 0, c'est assez naturel que 2 plus 1, ça fasse 1. Pardon, si 2 plus 1 égale 0, alors 2 plus 2 égale 1. Ok? Puisque 2 plus 2, c'est juste 2 plus 1 plus 1. Donc 0 plus 1, donc 1. Ok? Donc, les 3 points que j'ai entourés en rouge sont bien, vérifiez tous les 3 l'équation y égale x plus 2, et vous pouvez vérifier que c'est les seuls. En fait, une droite doit avoir 3 points dans ce monde-là. Et donc, je continue comme ça. Là, c'est la droite y égale x plus 1. Vous pouvez faire la même vérification sans problème. Et les droites vertes sont parallèles. Et ensuite, je fais la même chose avec les droites de coefficient directeur 2. Alors, dans ce monde-là, puisque 2 plus 1 égale 0, 2, c'est pareil que moins 1. D'accord? Parce que vous prenez 1, vous lui rajoutez 2, ça fait 0, ça veut dire que 2, c'est l'opposé de 1. Donc 2 égale moins 1. Donc la droite marron que je viens de dessiner, son coefficient directeur, c'est soit 2, soit moins 1, puisque 2 et moins 1, c'est pareil dans ce monde. Ok? 2 est l'opposé de 1. Donc soit je peux l'écrire 2x plus 2, son équation, soit 2 moins x. J'identifie moins 1 à 2. Donc une première droite marron. Et puis vous avez les parallèles. Les 3 droites marron sont parallèles, les 3 droites vertes sont parallèles. Avec la généralisation de ce qu'on a vu tout à l'heure. Même coefficient directeur, donc parallèle. Donc voilà le plan auquel on arrive. Très bien. Alors, on a réussi maintenant à avoir une géométrie finie. Et on peut continuer. Là, j'ai fait donc n égale 2, c'est-à-dire un ensemble à 2 éléments avec une addition et une multiplication. N égale 3, ça marche aussi. On peut continuer. Il y a un cas très intéressant, c'est n égale 4. Donc ça veut dire une géométrie avec 4 points par droite, et donc un ensemble avec addition et multiplication formé de 4 éléments. Que vous pouvez les appeler, si vous voulez, 0, 1, 2, 3. Et c'est délicat de définir l'addition et la multiplication dans ce cas-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est faisable. Mais disons la façon la plus naïve qui soit de le faire. Donc s'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de congruence, donc si vous voulez juste définir l'addition modulo 4, eh bien ça ne définira pas la bonne structure. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire modulo 4, c'est pas grave. Pour définir cette multiplication, eh ben on essaie de dessiner une table de multiplication avec 0, 1, 2, 3 et 0, 1, 2, 3
enfin verticalement et horizontalement, et puis on essaie de donner des valeurs au produit à chaque fois, de manière à ce que ce soit raisonnable. Et il y a essentiellement une seule manière de le faire pour que ce soit raisonnable. Et quand je dis raisonnable, notamment ce qu'on veut éviter, c'est que quand on fait le produit de deux éléments qui ne sont pas zéro, on veut que le produit ne puisse pas être zéro. Et si vous ne faites pas une construction raisonnable, vous allez voir des propriétés du type 2 fois 2 égale 0. Ça, on ne veut pas. Ok ? Donc oui, Olivier, tout à fait. La difficulté se pose pour n égale 4 parce que 4 n'est pas un nombre premier. 2, 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous voulez, la construction la plus naïve qui soit fonctionne. N égale 4, c'est délicat. Ce n'est pas un nombre premier, c'est une puissance d'un nombre premier puisque c'est 2 au carré. Et donc il faut faire une construction différente. Mais on peut le faire à la main. Et pour les gens que ça intéresse, j'ai fait une conférence demain où je parlerai justement de table de multiplication et de table d'addition. On prendra vraiment le point de vue algébrique, on essaiera de définir ce genre d'opération. Bref. Donc, alors demain à quelle heure 11h, je crois. Voilà, je fais de la pub, j'en profite, mais demain à 11h, n'hésitez pas. Sur le stand de Sciences Ouvertes, toujours. Au même endroit ou quasiment. Vous allez voir sur la page de Sciences Ouvertes, vous trouverez le lien. Donc on peut faire pareil, avec 4 points par droite, 5 points par droite, ça marche impeccable. Un peu plus délicat, mais impeccable. Donc, je peux faire des géométries plus compliquées, avec 16 droites, 4 au carré ça fait 16, ou avec 25 droites, et 4 ou 5 points par droite. Donc là, ça commence à faire des jeux de double, enfin, des presque jeux de double, parce que j'ai toujours des droites parallèles. Mais j'ai réussi, disons, en première approximation, à résoudre le problème de la finitude de la géométrie. Maintenant, j'ai une géométrie finie. J'ai plus une infinité de points et une infinité de droites, mais un nombre fini de points et un nombre fini de droites. C'est déjà pas mal. Mais souvenez-vous, on avait un deuxième problème. C'était les droites parallèles. Ben, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On le résout. Les droites parallèles ne se coupent pas, ben, on va les faire se couper. Bien. Ce qui est bien en mathématiques, c'est qu'on est libre. Donc, on est libre, évidemment, il faut respecter un petit peu la logique et le cadre, mais on peut inventer des choses. On n'est pas contraint par le monde réel. Et on vous a dit que les droites parallèles ne se coupent pas, mais en fait, on vous a menti. Et vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Les droites parallèles se coupent toujours. Essayez de vous souvenir de toutes les droites parallèles que vous avez vues dans votre vie. Et bien, vous n'avez jamais vu de droite qui ne se coupe pas. On va vérifier. On va regarder un peu par la fenêtre si on voit des droites parallèles. Premier exemple, les voies de chemin de fer. Un bon exemple de droite parallèle, mais vous voyez sur ma photo qui est un peu pixelisée, mais peu importe, ces droites parallèles, elles ont quand même bigrement l'impression de se couper. J'ai vraiment l'impression qu'elles se coupent. Je peux même montrer le plan où elles se coupent. Avec ma souris, je ne sais pas si vous la voyez, mais par ici. Bon, bah alors ces droites parallèles se coupent. Regardons d'autres droites parallèles. Bon, les bords de la route, c'est pareil, ça se coupe, il n'y a pas de miracle. Où est-ce qu'on peut voir les droites parallèles se coupent à nouveau. Bonne remarque, Quentin. Il y a des limites sur ce qu'on peut faire en maths, mais on est très libre. Et vous pouvez tout à fait supposer que 2 plus 2 égale 5 et regarder ce que ça donne. Comme conséquence. Nous supposons que 2 plus 2 égale 5 et on raisonne. On raisonne de façon correcte ensuite. Et parfois, on peut arriver à des choses intéressantes. Alors, si vous supposez que 2 plus 2 égale 5, vous allez arriver à la conclusion que 0 égale 1. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, si 0 égale 1, en gros, bon, si c'est le 0 et le 1 habituel, 0 égale 1, c'est une propriété qui est fausse. Et donc, vous pourrez, à partir de ce moment-là, obtenir tout et n'importe quoi. Aussi bien des choses vraies que des choses fausses. Donc, il se trouve que là, la liberté que vous avez prise de faire 2 plus 2 égale 5, eh ben, elle ne mène pas à grand-chose d'intéressant. Mais parfois, en tentant des trucs, tout à l'heure, je vous ai dit, dans un exemple, 1 plus 1 égale 0. Ouais, exactement. Quentin, vous connaissez les bonnes références, donc parfait. Hein, tout à l'heure, 1 plus 1 égale 0, en fait, ça peut être une contrainte intéressante si ce n'est pas le 1 et le 0 usuel. Donc 2 plus 2 égale 5, ce serait dans un monde où 0 égale 1. Donc en fait, c'est dans un monde qui n'est pas très intéressant a priori. Mais pourquoi pas? On peut s'amuser à pousser ça et regarder ce que ça donne comme conséquence. Donc voilà un certain nombre d'images que je vous montre. Je continue de vous montrer des images où les droites parallèles se coupent toujours. Pour ceux qui s'ennuient avec les maths, ils peuvent essayer de reconnaître les images, d'où elles viennent, etc. Vous voyez sur ce tableau, les lattes du parquet sont censées être parallèles. Regardez chez vous, si vous avez un parquet, elles ont l'air parallèles.
Bon, en fait, vous voyez bien que si on les prolonge, elles se coupent, quoi. C'est clair. Pareil, les murs des immeubles, ben, ok, ça a l'air parallèle, mais vous voyez bien que, visiblement, il y a un point d'intersection au fond de l'image. Que ce soit vers l'avant ou vers le bas, même combat. Là, les immeubles, les bords de l'immeuble, évidemment, ils ne sont pas parallèles. Enfin, ils sont parallèles, mais ils se rencontrent quelque part. Les murs du couloir, pareil, ils se rencontrent quelque part. Là encore, le plafond et le plancher, on nous fait croire qu'ils sont parallèles. Ben, ils sont parallèles, mais on nous fait croire qu'ils ne se coupent pas. Ben, vous voyez bien que si je les prolonge, ils vont se rencontrer au fond de l'image. Les droites parallèles, ça n'existe pas. Partout où je vous montre des droites parallèles, vous voyez bien qu'elles se coupent. Même dans une galaxie très très lointaine, les droites parallèles se coupent. Bon, bah alors allons-y. Si dans le monde réel, les droites parallèles se coupent, ça ne va pas être très difficile de le faire dans le monde mathématique. Donc on va forcer les droites parallèles à se couper. Comment on fait? Eh bien, on va rajouter des nouveaux points. Les droites parallèles n'ont pas de point d'intersection, et bien on rajoute un point d'intersection pour chaque famille de droites parallèles. Donc, bon, je passe sur l'aspect formel, c'est pas très intéressant, on va le faire en pratique. Donc, on va rajouter des points qu'on appelle un infini. Donc, dès que vous prenez toutes les droites parallèles à une droite donnée, par exemple toutes les droites verticales, et vous allez dire que toutes ces droites verticales, ensemble, elles se rejoignent en un unique point qu'on va appeler un point à l'infini. Alors évidemment, les peintres ont inventé ça avant nous. C'est la notion de point de fuite et de perspective. D'accord? Les mathématiciens appellent ça le point à l'infini. Les peintres, les artistes appellent ça le point de fuite. C'est la même idée. Ouais, exactement. Quentin a tout à fait raison. Ça se coupe à l'infini, donc à l'horizon. Donc c'est parti. On obtient une nouvelle géométrie en rajoutant ces points à l'infini qu'on appelle la géométrie projective. Alors qu'est-ce que ça vérifie, la géométrie projective? Eh bien, les droites, c'est les mêmes que dans la géométrie usuelle, la géométrie affine, mais on les complète, chaque droite est complétée avec un point à l'infini. Ok? Donc chaque droite gagne un point en plus, qui est le point d'intersection des droites qui lui sont parallèles. Donc, en fait, en rajoutant des points à l'infini, après ce qu'on fait, tous les points qu'on a rajoutés à l'infini, on les relie eux-mêmes par une nouvelle droite, qu'on appelle l'horizon, par exemple. Ok? La droite à l'infini, c'est l'horizon dans le monde normal. Et grâce à cet ajout de nouveaux points, eh bien, deux droites distinctes se coupent toujours en un seul point. Soit c'est un point du monde normal, si les droites ne sont pas parallèles, soit c'est un point à l'infini, si les droites étaient parallèles à l'origine. On a réglé le problème des droites parallèles. Ben, on est content. On avait un problème, c'était que la géométrie infinie, on l'a plus. On avait un deuxième problème, c'est qu'il y avait des droites parallèles. Les droites parallèles ont disparu. Bon, ben, il n'y a plus qu'à mettre ensemble les deux. Une géométrie finie, la géométrie finie qui est celle qu'on a fabriquée tout à l'heure, et la géométrie projective, hein, je ne l'ai pas dit, mais la géométrie projective, c'est la géométrie où on rajoute les points à l'infini et où les parallèles se coupent. Et donc, on va faire une géométrie projective finie. Ok? Donc on part de notre... Si on a une géométrie projective finie, le problème est résolu. Alors, bon, c'est très facile de montrer que si on a une géométrie projective finie, eh bien forcément, toutes les droites ont le même nombre de points. Il y a une sorte d'homogénéité, on ne peut pas avoir des points qui ont 2 droites, des points qui ont 3 droites, des points qui ont... Pardon, je parle à l'envers là. Toutes les droites ont le même nombre de points. On ne peut pas avoir des droites qui ont 3 points, des droites qui ont 5 points, des droites qui ont 7 points dans la même géométrie. Le fait, l'existence et l'unicité du point d'intersection assure ça. Donc toutes les droites doivent avoir le même nombre de points. C'est forcé. Le nombre de points au total dans le plan, il est imposé par le nombre de points sur chaque droite. Bon, il y a une relation, je ne vais pas détailler. Mais disons, si vous avez à peu près n points par droite, vous avez à peu près n carré points dans le plan. Ce qui est assez intuitif, je pense, si vous pensez en termes de coordonnées. Et non seulement chaque droite est formée de n plus 1 point, mais par chaque point passe n plus une droite. Il y a une sorte de symétrie, on appelle ça la dualité en mathématiques, entre les points d'un côté et les droites de l'autre. Ça, c'est de la combinatoire, c'est pas dur à démontrer.
Alors, fabriquons cette géométrie dans les exemples qu'on avait tout à l'heure. Je vous ai remis les deux exemples de tout à l'heure avec n égale 2 et n égale 3. Et on va les compléter en rajoutant les points à l'infini. Vous avez les dessins en haut, des géométries qu'on avait construites tout à l'heure. Et j'affirme que si on les complète à l'infini, si on rajoute les points à l'infini, on obtient les dessins en bas. Alors, c'est pas complètement évident, peut-être que le carré en haut à gauche donne le triangle en bas à gauche, quand on le complète, et que le machin à peu près carré en haut à droite donne le machin en bas à droite. On voit certains liens, mais c'est pas complètement évident. Alors, je vais détailler un tout petit peu cette construction à la main. Donc, je reprends mon dessin artisanal de tout à l'heure avec n égale 2. Vous vous souvenez, 4 points, 6 droites. Et puis, je vais faire se couper les droites parallèles. Les droites rouges, elles étaient parallèles. Hop, elles se coupent, point de fuite à l'infini, je rajoute un point en noir, que j'appelle infini. Infini rouge, parce que c'est le point d'intersection des droites rouges. Donc, c'est le point de fuite dans la direction rouge. Ensuite, les droites bleues. De nouveau, elles sont parallèles, donc je fais le point de fuite infini bleu, qui est à droite, à l'infini à droite, entre guillemets. Et enfin, je rajoute le point d'intersection des droites parallèles vertes. Alors, je ne vais pas me fouler, je vais le rajouter là où les droites ont l'air de se couper. Je rajoute le point infini vert au milieu. Maintenant, mes paires de droites parallèles se coupent. J'ai rajouté les points à l'infini. Qu'est-ce que ça va être la droite à l'infini? La droite à l'infini, c'est l'horizon. C'est la droite qui relie les points à l'infini. Je vais relier mes 3 points à l'infini. Hop, ma droite violette, c'est la droite que je rajoute en complétant mon espace géométrique de base en un espace projectif. Donc là, j'ai gagné. J'ai obtenu ma géométrie projective finie la plus simple possible. Alors vous allez me dire, ça ne correspond pas exactement au dessin triangulaire de tout à l'heure. En fait, c'est juste une question de réorganiser les points et les droites. En fait, je peux tordre la figure un petit peu pour la rendre comme tout à l'heure. Donc je refais le même dessin qui est là, avec les mêmes couleurs. Alors vous allez peut-être oublier, mais regardez bien le dessin et les couleurs. Je vais le faire exactement pareil, mais en tournant les points, en tournant certaines droites. Je peux tout déplacer, mais en gardant les mêmes hypothèses d'alignement. Donc les droites bleues, vertes et rouges, j'en choisis une de chaque, une verte, une rouge, une bleue, et je les mets en triangle. Okay, elles se coupent comme tout à l'heure, deux droites quelconques se coupent en un point. Et puis ensuite, je mets les autres. Donc on avait les deux droites parallèles vertes, les deux droites parallèles bleues, les deux droites parallèles rouges. Je les ai forcées à se couper en 3 points à l'infini. Donc j'obtiens ça. Et ensuite, j'ai rajouté, si vous vous souvenez, j'avais rajouté la droite violette qui reliait les 3 points à l'infini. Je décide de représenter cette droite violette par un cercle, mais évidemment, c'est une vue de l'esprit. La droite violette, ou le cercle violet, en fait, c'est juste former des 3 points, infini rouge, infini bleu, infini vert. Ok? Donc maintenant, j'ai ma géométrie. Alors, on préfère ce dessin-là parce qu'il est plus symétrique. Donc ça, c'est un objet qu'on appelle le plan de Fano. Donc il est formé de combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Combien de droites? Vous pouvez les compter, il y en a 7 aussi. 7 points, 7 droites. Exactement 3 points par droite. Ok? Donc c'est une très belle configuration, complètement symétrique en un certain sens, et points et droites jouent des rôles également complètement symétriques. Donc ça c'est le plan projectif pour n égale 2. Voilà comment on peut rendre le dessin bien joli. Alors, donc pour n égale 2, on a donc deux façons de le représenter. Il y avait le dessin moche que j'ai fait au début, et puis le dessin rendu un peu plus symétrique que j'ai fait à droite. Mais c'est le même en fait. Vous pouvez retrouver exactement les mêmes droites, les mêmes points, juste présentés différemment. Donc ça c'est pour n égale 2, et on peut faire exactement pareil pour des valeurs de n plus grandes. Donc pour n égale 3, je reprends le dessin que j'avais tout à l'heure, avec les droites parallèles. En soit, je retrouve la formule qui relie le nombre de points dans le plan au nombre de points par droite, avec n carré plus n plus 1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc si je reprends le dessin artisanal de tout à l'heure pour n égale 3, et que je fais se couper les droites parallèles. Donc de nouveau, les droites rouges se coupent à l'infini en haut, les droites bleues se coupent à l'infini à droite. Alors si vous préférez le faire à gauche, moi ça me va aussi bien. Il faut choisir un côté. Évidemment, il n'est ni à droite ni à gauche dans ce monde virtuel. Le point à l'infini, disons en bas à gauche, c'est le point d'intersection des droites parallèles qui sont vertes. Et le point à l'infini en haut à gauche, c'est le point d'intersection des parallèles marrons.
Donc maintenant, j'ai fabriqué 4 points à l'infini et je vais les relier par une droite à l'infini violette. J'ai donc rajouté 4 points et une droite. Et j'obtiens. Alors, ouais. Donc ça, c'est voilà. J'obtiens le plan projectif avec 4 points par droite. Donc si vous réfléchissez, ça fait un jeu de double avec 4 dessins par carte. Vous mettez votre petit dessin préféré sur chaque point, sur chaque petit point noir. Donc il y a combien de dessins? Il y en a 9 plus 4, 13. Vous choisissez 13 dessins différents. Par exemple, j'en sais rien, si vous avez une famille, vous êtes 13 dans votre famille, vous mettez les 13 visages des membres de votre famille. Et puis ensuite, vous dites que une carte, ça va être une droite. Donc dès qu'une droite va relier 4 points, donc 4 personnes de votre famille seront sur la carte correspondante. Et vous aurez un jeu de double avec 13 cartes et 4 dessins, 4 dessins sur chaque carte. Donc ça, c'est pour n égale 3. Alors si on veut le faire un peu moins artisanal, bon, je l'ai refait avec un ordinateur, je ne suis pas sûr que ce soit plus clair, donc je l'ai représenté comme ça, c'est pas... Donc ça, c'est le dessin, à gauche, c'est le dessin où il y a encore des droites parallèles, donc vous revoyez encore, par contre, je n'ai pas gardé le même code couleur. Vous revoyez les droites verticales et les droites horizontales qui ne se coupent pas pour le moment, puis les droites diagonales un peu tordues, et je les force à se couper en rajoutant les points à l'infini et la droite verte qui est la droite à l'infini. Donc c'est juste une version analogue, pour dessiner avec un petit logiciel, avec un petit programme, mais c'est la même chose que le dessin que j'avais fait à la main auparavant. Ok, donc ça c'est le plan projectif, avec 4 points par droite au final, 3 points par droite à gauche, et comme j'ajoute les points à l'infini à droite, il y a 4 points par droite. Ok. Bon, avec ça, on peut fabriquer des mini-jeux de double, avec 7 cartes pour le premier, le triangle, le plan de Fano, et 13 cartes pour le second. Alors voilà un exemple, vous prenez le plan de Fano, donc on a dit qu'il y a 7 points, vous choisissez 7 images au hasard, donc là j'ai pris 7 visages, vous les mettez au sommet en question, et après vous n'avez plus qu'à dire que chaque droite c'est une carte. Et là vous avez fabriqué vos 7 cartes avec vos 7 personnages favoris. Alors Olivier demande, est-ce que c'est comme ça que le jeu de double a été créé? Donc c'est une bonne question, et je suis sûr que le jeu de double a été créé comme ça. J'ai pas de... Enfin, donc je suis convaincu qu'il a été créé comme ça. J'ai pas rencontré les créateurs du jeu, mais je pense que on peut pas arriver à cette construction, à cette structure-là, au hasard ou par tâtonnement. Alors peut-être avec un gros programme informatique, on pourrait y arriver. Donc ça, c'est une possibilité. Mais à mon avis, les gens qui ont fabriqué ça avaient la géométrie projective finie en tête et ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu à partir de ça. C'est une hypothèse. Hein. J'ai pas vérifié auprès des auteurs, mais je vois mal comment on peut créer ce jeu aussi complètement. Surtout cette version aussi complexe, disons, avec 8 dessins par carte, sans l'intuition géométrique qu'il y a derrière. Donc voilà un exemple de petit jeu de double. Alors, donc voilà le jeu correspondant. J'ai fabriqué les cartes correspondantes. Et vous pouvez constater que maintenant, si vous remplacez les points par les points par les droites et les droites par les points, vous avez de nouveau en fait un plan de Fano, c'est-à-dire un plan projectif où cette fois-ci, les droites sont remplacées par les points et les points sont remplacés par les droites. Au lieu de mettre les images, j'ai mis les cartes au sommet et j'ai relié les cartes qui avaient un sommet en commun. Il y avait une image en commun. Donc pour ceux qui comprennent ce que je vais raconter, c'est le plan projectif dual du précédent. Quand on échange droite et point, on appelle ça la dualité. Voilà. Donc en tout cas, voilà, on a fabriqué un jeu de double élémentaire à partir de ce beau plan de Fano. Alors pour fabriquer le vrai double, comment on fait? À la fin, on veut 8 points par carte. 8 dessins par carte. Donc 8 points par droite. Donc, puisqu'on rajoute toujours les points à l'infini, ça veut dire qu'il faut qu'on parte non pas de 8, mais de 7. Un ensemble à 7 éléments avec addition et multiplication. Alors là, on a de la chance, c'est que 7 est un nombre premier. Donc il suffit de regarder l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de définir, disons, l'addition et la multiplication la plus naturelle possible. Pour l'addition, par exemple, c'est la même addition que quand vous additionnez des heures. Donc pour ceux qui ont entendu le mot congruence dans leurs études, on fait la congruence modulo 7 et ça nous définit l'addition et la multiplication. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous savez bien que s'il est quelle heure il est là? Tiens, par exemple, il est 17 heures et que je vous dis on se retrouve dans 10 heures, ça ne veut pas dire qu'on se retrouve à 27 heures. 17 heures plus 10 heures, ça fait 24 heures
dans 10 heures, donc on fait 17, c'est 27 heures, mais en fait, comme 24 heures, c'est pareil que 0 heure, ce sera à 3 heures du matin. Donc, si je dis on se retrouve dans 10 heures, ce n'est pas on se retrouve à 27 heures, mais plutôt à 3 heures. Donc, en fait, c'est une addition que vous savez faire. Juste, on considère que dans l'exemple, j'ai n'est pas 24, on considère que 7 égale 0, et dès qu'on dépasse 7, eh ben, on fait la division euclidienne par 7, et on garde uniquement le reste. Ok? Donc, par exemple, 6 plus 6, ça fait 12, mais 12, c'est pas dans les nombres autorisés. Donc, je divise 12 par 7, et comme 12, c'est 7 plus 5, le reste, c'est 5. Donc, 6 plus 6 égale 5, etc. 4 fois 4, ça fait 16. 16, c'est 14 plus 2, donc le reste, c'est 2. Donc, on va décider que 4 fois 4 égale 2, etc. On définit comme ça addition et multiplication, et de façon assez miraculeuse, ça définit des opérations qui ont des très bonnes propriétés. Notamment, tous les nombres non nuls ont un inverse. C'est pas du tout évident a priori, ce qui est faux si on ne part pas d'un nombre premier. Le fait d'avoir des inverses, ça permet de faire les calculs comme avec les nombres réels, de diviser par exemple. C'est très agréable de pouvoir diviser quand on résout des équations, par exemple, on a besoin de diviser. Donc pour ça, on utilise le fait que c'est un nombre premier. Donc, j'ai un ensemble à 7 éléments avec une addition et une multiplication. Comme tout à l'heure, je fabrique le plan usuel, entre guillemets, mais avec 7 coordonnées en abscisse et 7 en ordonnée, ça me fait 49 points, 7 fois 7. Le problème, c'est que pour le moment, j'ai mes droites parallèles. Par exemple, j'ai 7 droites verticales parallèles et 7 droites horizontales parallèles. Et ensuite, on force les droites. Donc ça, c'est le dessin. Ça, c'est le dessin avec les droites parallèles. Donc ça, c'est le plan affine, c'est-à-dire avec des droites parallèles, où les coordonnées vivent dans un ensemble à 7 éléments. Ok, voilà le dessin. Vous voyez bien les droites parallèles horizontales et verticales, et puis après, il y en a des moches en diagonale, et bref, avec des pentes variables. Il y a 7 pentes possibles, puisque j'ai un corps à 7 éléments, un ensemble à 7 éléments. Voilà le dessin qu'on a. Et pour le moment, j'ai droite parallèle, donc maintenant, je force les parallèles à se couper, en rajoutant les points et la droite à l'infini. Et au lieu d'avoir 49 points, on peut vérifier, mais je vais rajouter des points pour en avoir maintenant 57, et j'obtiens une figure avec 57 points, 57 droites, et 8 points par droite. Donc le carré que vous voyez en bas à gauche de la figure, c'est le plan habituel avec les droites parallèles, et les 8 points que j'ai rajoutés en arc de cercle, en espèce de violet-rose, là, c'est les 8 points à l'infini, chaque point de cette droite à l'infini étant un point d'intersection, une direction, si vous voulez, pour les droites parallèles du plan habituel. Donc, par exemple, le point de l'arc de cercle en haut à gauche, là, le point au sommet de ma figure, c'est le point d'intersection des droites verticales. Et on a obtenu ainsi le plan projectif avec 8 points par droite. Et vous vérifiez, il y a 57 points, 57 droites, et donc ça donne quoi? Ça donne un jeu de double avec 57 cartes, 57 dessins différents au total, 8 dessins par carte. Donc c'est exactement le jeu de double classique, sauf que comme l'avait remarqué Olivier au début, en fait on a 2 cartes en plus par rapport au jeu qu'on trouve dans le commerce. Alors probablement pour des raisons de pratique, de fabrication, c'est plus facile de fabriquer 55 cartes que 57. Peut-être parce que 55, c'est 5, j'en sais rien, c'est 5 fois 11. Donc on peut faire des rectangles 5 sur 11, alors que 57, c'est quoi? C'est 3 fois... c'est 3 fois combien, 57? C'est 3 fois 19. Et un rectangle 3 fois 19, c'est pas très... c'est moins agréable, je pense, à fabriquer. C'est beaucoup plus allongé, c'est moins carré. Donc peut-être ça pose des problèmes de, j'en sais rien, logistique. C'est une hypothèse, là encore. Mais en tout cas, vous pouvez prendre votre jeu de double si vous en avez un chez vous, et essayer de trouver quelles sont les 2 droites qui manquent. C'est un bon petit exercice. Donc pour ça, vous refabriquez le plan et vous essayez de trouver. Ou alors vous comptez, c'est plus simple. Vous comptez les dessins. Combien de fois apparaît chaque dessin? Et il doit y avoir combien? 8 plus 8 moins 1. C'est-à-dire 15 dessins qui apparaissent que... il doit y avoir... Si, c'est ça. Il doit y avoir 14 dessins qui apparaissent que 6 fois, 7 fois. Il y a 14 dessins qui apparaissent que 7 fois et un dessin qui apparaît que 6 fois. Bon. Vous rajoutez, comme ça, vous pouvez créer vos 2 cartes qui manquent. Voilà en tout cas le dessin du vrai jeu de double. Et ça tombe bien, il est essentiellement 17 heures, donc on va s'arrêter là. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer vos propres jeux de société, vos propres jeux de double. Il n'y a plus qu'à fabriquer la géométrie qui va avec. Alors, je vous en donne un exemple. Moi, j'ai fabriqué mon petit jeu de double
complètement élémentaires avec des mathématiciens et des mathématiciennes. Donc, même si vous n'avez rien suivi, vous pouvez au moins essayer de reconnaître les personnes représentées sur ce dessin. Voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis tout à fait disponible. Sachez que c'est un sujet, en fait, donc c'est relativement élémentaire, mais je veux dire pour un mathématicien ou pour une mathématicienne, mais ça peut mener à des questions tout à fait naturelles qui sont encore aujourd'hui des questions de recherche complètement ouvertes. Par exemple, savoir est-ce qu'il y a un jeu de double avec 13 dessins par carte, c'est une question ouverte. Et on ne sait pas. Et même les plus gros ordinateurs existants aujourd'hui ne peuvent pas trancher la question. Donc c'est pour vous dire que ça a l'air de rien comme question, comme problème, mais on ne peut pas, on ne sait pas aujourd'hui décider s'il y a un jeu de double avec complet, avec 13 dessins par carte. Autrement dit, pas une géométrie projective finie avec 13 dessins par carte. Comme 13 c'est 12 plus 1 et que 12 n'est pas un nombre premier, la construction naïve ne marche pas. Donc on ne sait pas quoi faire. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention, de votre participation aussi, c'était très, très agréable d'avoir des discussions et des questions dans le chat. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole aussi si vous le souhaitez. Je ferai un plaisir de répondre. Ah oui, Elisa, je suis parvenu sur le fait que je voulais qu'il y ait au moins un quadrilatère, donc des 4 points qui ne soient pas 3 à 3 alignés. Parce qu'en fait, je vais vous faire un petit dessin. Alors, il faudrait que je me trouve un transparent où il y a de la place. Hop, voilà. Donc, j'avais prévu des compléments. Donc, j'ai des compléments, mais j'ai pas le temps de les faire. Par contre, je peux répondre à cette question. Je pourrais imaginer une géométrie comme ça, en fait, où j'ai un point ici. J'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà. Et plein de points, autant que je veux, en bas. Et les droites, alors je vais les faire en rouge. Les droites seraient toutes les droites passant par le point qui est tout seul, là, etc. Et puis la droite en bas. Ça, vous pouvez vérifier, ça vérifie les axiomes du jeu de double ou du plan projectif fini. C'est-à-dire que par 2 points passe une unique droite. Par 2 points passe une unique droite. 2 droites distinctes se coupent en un unique point. Il n'y a pas de droite parallèle dans cette géométrie. Et qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Et c'est tout, en fait. Donc, en fait, ça définit un jeu de double qui marche. Si vous mettez un dessin sur chaque... donc, ça vous fait un jeu de double avec 2 dessins par... pardon. Non, la difficulté, c'est que vous avez la droite horizontale en bas. C'est-à-dire que toutes vos cartes n'ont pas le même nombre de dessins. La droite, vous allez avoir une carte avec plein de dessins en bas. Et ensuite, toutes les autres cartes auront 2 dessins. Donc ça fait un jeu qui n'est pas vraiment symétrique, mais par contre, qui peut avoir un nombre de cartes aussi grand qu'on veut. Donc je peux avoir un jeu de double avec un nombre de cartes arbitraire, mais par contre une dissymétrie, c'est-à-dire qu'il y aura une carte qui sera très particulière, où il y aura plein de dessins, et toutes les autres cartes auront 2 dessins. Et donc ça, c'est une géométrie qu'on appelle dégénérée. Donc souvent, on la met de côté, on dit, bon, ok, cette géométrie, elle existe. Une fois qu'on sait qu'elle existe, elle n'est pas intéressante, on la vire. Et donc, pour la virer proprement, on demande qu'il existe dans notre monde géométrique au moins un quadrilatère, c'est-à-dire, voilà, donc un truc comme ça, 4 points, vraiment 3 à 3 non alignés. À partir du moment où on a ça, c'est ce qu'on peut appeler un repère, en quelque sorte un repère, entre guillemets, eh bien, on a gagné, c'est suffisant pour éliminer ces cas pathologiques et pour avoir uniquement les plans projectibles dont j'ai parlé. Et des bons jeux de double, pas dégénérés. Le carreau, voilà, la figure rouge, on appelle ça un cas dégénéré. Alors, il y a une question, oui. Alors, est-ce que les diapos et le replay seraient disponibles? Peut-être. On a tenté d'enregistrer nous-mêmes cet exposé. On va donc oui, peut-être. Donc, sens ouverte à une chaîne YouTube qui est
en cours d'enrichissement. Et on essaiera de le mettre dessus si la vidéo est de bonne qualité. Voilà, donc probablement, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la page de Sciences Ouvertes, vous pourrez peut-être trouver cette vidéo dans quelques temps. On peut aussi vous envoyer des petits articles pas trop compliqués sur le sujet si ça vous intéresse. Vous nous envoyez un mail à contact@sciencesouvertes, je vais vous l'écrire. Et on verra ce qu'on peut. Oui, exactement. Et moi, je peux vous transmettre les transparents hein, sans problème. Peut-être même, je suis sympa. On fera un répertoire, on mettra tout ça. Ben, peut-être je suis même tellement sympa que si j'appuie là. Alors, est-ce que vous avez vu, si vous cliquez, alors on voit pas la flèche. Télécharger, oui. Vous avez le droit de télécharger directement les transparents pour ceux que ça intéresse. Alors, on la voit pas vraiment la flèche. Il y a une flèche en bas à gauche du transparent dans la partie noire, vous pouvez télécharger. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez piquer mes transparents. Vous pourrez même lire. Ah bah ça peut être en haut à droite aussi, c'est certain. Bah tant mieux. C'est la dualité, ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à télécharger ça. Vous pouvez trouver aussi plein d'autres endroits où c'est vulgarisé, hein, où c'est expliqué. Et vous avez le droit aussi dans mes transparents d'aller lire les compléments. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les questions, les petites questions ouvertes qui se posent sur ce sujet-là. De rien. Merci pour votre participation et pour vos gentils messages. Donc n'hésitez pas à revenir demain matin à 11h où on parlera justement de comment additionner et multiplier dans des ensembles de nombres exotiques. Et je vous informe aussi que dans 15 minutes, 20 minutes, il y a une autre conférence sur le stand de Sciences Ouvertes. Donc n'hésitez pas également à y assister, ce sera des probabilités. Et ce sera au moins aussi intéressant que l'exposé que vous venez de voir.